quand l'écart était très important entre Paul Biya et Chiroma, on divisait par le nombre d'inscrits. Ce qui fait que ça divise artificiellement le pourcentage de M. Chiroma Bakary. Au lieu d'être à 85%, on va le voir à 55% parce qu'on n'a pas divisé par le nombre de votants, on a divisé par le nombre d'inscrits. Et comme le taux de participation est à peu près de 50%, on se retrouve avec un score qui est en réalité la moitié de ce qu'il devrait. Mais heureusement, ça ne compte pas, hein, parce que c'est le nombre de personnes à l'échelle nationale qui compte. Le score, il est juste à titre indicatif par dépendant, mais il n'a pas d'impact. Mais ça montre la rigueur de ces gens. Il n'y a pas de rigueur. Effectivement, les chiffres qui circulent déjà, les chiffres du régime, c'est pour tester. C'est pour tester la capacité de réaction des Camerounais. Si les Camerounais s'élèvent, comme ils ont commencé à s'élever aujourd'hui, et disent non, nous n'en voulons pas, le régime va reculer. Quand Zumanto parle des enquêtes, je ne le suis pas, parce que moi je pense que quand il y a une enquête, c'est l'enquêteur qui est le mieux placé pour donner les données. Un blogueur, j'y crois pas. Même s'il me dit que je suis en contact avec l'enquêteur, j'y crois pas. Par contre, quand il s'agit de données, on s'en fout de sa crédibilité. C'est les données qu'il faut juger. Bien sûr. Voilà, parce que j'ai son habitude de dire, même le pire des escrocs, il sait lire un thermomètre. C'est-à-dire, si le thermomètre, il a 35, l'escroc dit c'est 37, je ne vais pas dire c'est faux parce que c'est un escroc. Je vais vérifier si c'est 37. C'est ce qui s'est passé avec Zumanto. Je me suis dit, ces données, je vais aller regarder ces données. Tout ce qui est sur le sol camerounais, il ne faudrait pas que les dirigeants culpabilisent les gens en disant vous cassez. C'est pas Paul Biya qui a construit. Non, tout ce qui a été construit au Cameroun a été fait avec l'argent des Camerounais. Donc il faut d'abord le rappeler, ça ne me dérange pas de casser si c'est moi qui vais payer pour construire. Moi, j'ai rien dit, moi je suis fils de Tchang. J'ai dit, nous, les Tchang de la diaspora, ça ne coûte rien de payer un tribunal flambant neuf sous Chiroma. Si Chiroma est président, nous on s'engage, nous juste les fils de Tchang qui on a dans la diaspora, on leur livre un tribunal de qualité qui n'ont pas à Tchang pour l'instant, hein, et qui rendra pour le coup vraiment justice, quoi. Et donc le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, c'est pas un organe qui est là pour proclamer Paul Biya, il est là pour nommer Paul Biya. Parce qu'on s'en fout des résultats de l'urne. Le Conseil constitutionnel nomme Paul Biya. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 21 octobre 2025. L'actualité camerounaise est en surchauffe. Dans quelques jours, dans quelques heures, devront nous dire, les résultats, les fameux résultats vont tomber. Dans Brainstorming aujourd'hui, nous recevons deux invités de marque. Le commissaire Albert Lepaulé-Bénet, qui est toujours présent ici, et un autre invité, Serge Anango, ingénieur, chef de projet, dont nous avons sollicité l'expertise pour nous parler des chiffres. Car, il faut le dire, demain, il sera question des chiffres de l'ECAM. Bonjour, monsieur Serge Anango. Bonjour, monsieur Moda. Bonjour, monsieur le commissaire Albert Lepaulé-Bénet. Bonjour, monsieur Moda. Alors, monsieur Serge Anango, c'est quoi ces histoires de chiffres et de statistiques? En fait, c'est vrai que quand on voit des chiffres comme ça, on a souvent tendance à penser que c'est magique. Mais les chiffres, ils apparaissent jamais par hasard. Et il y a toujours une sorte de gravité qui va toujours imposer les chiffres, ce qui fait qu'on ne peut pas s'amuser avec les chiffres n'importe comment sans laisser des traces. Et je sais que par chez nous, on n'a pas souvent développé une expertise dans ce genre. On a souvent laissé les chiffres aux comptables quand ils font des audits de comptabilité, mais je pense qu'on peut aussi analyser les chiffres dans pas mal de domaines et essayer de trouver des incohérences. C'est un peu ce que j'essaie de faire. J'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Si je peux inculquer ça aux Camerounais pour qu'ils ne se fassent plus avoir lors des prochaines échéances, c'est qu'ils comprennent en fait qu'une fraude électorale, c'est facile à débusquer et qu'on n'a pas besoin de 2 semaines pour compter les votes. On peut très rapidement compter, on peut très rapidement avoir une tendance directement, même l'après-midi du jour de vote, quoi. Mais qu'est-ce qui vous a fait dire que Issa Chiroma, par rapport à vos chiffres, était le vainqueur de cette élection présidentielle? En fait, c'est très simple, de base. Pour ça, il y a plusieurs concepts statistiques que je vais essayer de simplifier. Quand vous avez un phénomène qui dépend de plusieurs autres sous-phénomènes, qui sont aléatoires, hein, qui chacun suit sa loi, quoi, parce qu'on a plusieurs types de lois en statistique. On a par exemple les lois binomiales, c'est quand c'est A ou B, hein, quand on lance une pièce pile ou face, c'est une loi binomiale. Quand vous avez plusieurs schémas de ce type, on a toujours tendance, les résultats vont toujours se concentrer autour d'une valeur. Donc tous les phénomènes dont on a des résultats qui se concentrent autour d'une valeur et qui a une rareté au niveau des extrêmes suivent une loi normale et du coup facile à prédire. Et pour ce type de phénomène-là, on n'a pas besoin de trop de données. On a juste besoin d'avoir les bonnes données. En fait, la statistique de base, comme j'aime souvent le dire, c'est pas une science qui apprend à compter, mais elle apprend à bien compter. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de tout compter. J'ai juste besoin d'une estimation basique, de choisir le bon échantillon,
Et à partir de là, la moyenne se concentre rapidement. Il n'y a aucune chance que la moyenne soit à l'écart si l'échantillon est bien choisi. C'est pour ça que dès le départ, en sortie d'une, il faut avoir le bon échantillon. Et ça, c'est facile à construire. Hein. On essaie d'expliquer souvent aux gens que oui, vu qu'il n'y a jamais eu d'institut statistique au Cameroun, comment on peut faire pour savoir. Donc on connaît à peu près la sociologie des Camerounais, on sait à peu près comment les Camerounais se comportent. C'est des choses qui sont connues depuis longtemps. Et on connaît les biais qu'il faut éliminer pour pouvoir conclure. C'est juste ce que j'ai fait le soir même. Pour ne rien vous cacher, ces élections ne m'ont pas spécialement passionné. Parce que ce qui s'est passé le 5 août, pour moi, c'est l'issue. On a vu des gens très déterminés, coûte que coûte, à éliminer un adversaire. Ça veut dire qu'il y avait une mécanique de conservation du pouvoir qui était mise en place. Donc ces mecs, ils n'avaient pas l'intention de lâcher. Et donc je me suis dit, pour moi, à partir de là, si l'opposition ne s'est pas dit, non, les gars, c'est pas juste ce qui se passe, on va pas tous aller dans l'abattoir, quoi, parce que l'opposition est là pour légitimer la victoire du gars, quoi. Donc je me suis dit, ça m'intéresse pas cette affaire-là. C'est pour ça que j'en ai pas vraiment commenté. Mais à quel moment donné vous vous intéressez à ça? Alors, c'est mon petit frère, Platini, c'est celui qui me suit. Le soir de l'élection, j'étais en train de regarder un film, comme tous les dimanches ce soir, j'aime bien regarder sur le film du dimanche soir. Il m'appelle, il me dit, tu as vu ce qui se passe? J'ai dit, bah non, je suis vraiment pas concerné par l'élection. Il me dit, non, mais par contre là, on a besoin de ton expertise. Il y a des premiers résultats qui tombent. Ce serait intéressant que tu regardes, tu nous dis si on peut se fier de la tendance qu'on voit. Donc je dis, mais les résultats, ils sont où? Il me dit, c'est sur la part de Nzui Manto. Alors, effectivement, les gens, ils viennent, ils attaquent, ils disent Nzui Manto, il a une réputation, machin, bidule. Quand Nzui Manto parle des enquêtes, je ne le suis pas, parce que moi je pense que quand il y a une enquête, c'est l'enquêteur qui est le mieux placé pour donner les données. Un blogueur, j'y crois pas. Même s'il me dit que je suis en contact avec l'enquêteur, j'y crois pas. Par contre, quand il s'agit des données, on s'en fout de sa crédibilité. C'est les données qu'il faut juger. Bien sûr. Voilà, parce que je suis l'habitude de dire, même le pire des escrocs, il sait lire un thermomètre. Je veux dire, si le thermomètre, il a 37, l'escroc dit c'est 37, je vais pas dire c'est faux parce que c'est un escroc. Je vais vérifier si c'est 37. C'est ce qui s'est passé avec Nzui Manto. Je me suis dit, ces données, je vais aller regarder ces données. Est-ce que ces données sont aléatoires? Quand on dit aléatoire, ça veut dire que tous les paramètres ont les mêmes chances d'apparaître. Hein, c'est aléatoire. Parce que sinon, c'est choisi. Si on n'est pas aléatoire, ça veut dire qu'on a sélectionné exprès. Si par exemple, il sélectionne exprès des données où Chiroma gagne et met de côté les données où les bureaux de vote où Paul Biya gagne, clairement, l'échantillon est biaisé. Bien sûr. Donc ça, c'est facile à vérifier, puisqu'il reçoit des données, c'est les gens qui lui envoient. J'ai vérifié s'il y a des gens en commentaire qui disent, écoute, je t'ai envoyé là où Paul Biya a gagné, comment ça se fait que je ne vois pas ça sur ta page? J'ai fouillé, j'ai pas vu. Je suis allé regarder la page des communicateurs du régime, hein, Bruno Bidjan et compagnie. Parce que je me dis, si Paul Biya gagnait de façon écrasante comme Chiroma dans des bureaux, bah, ils seront en train de les publier. On les connaît, c'est ce qu'ils ont fait en 2018. D'ailleurs, je me souviens, en 2018, le bureau où Ekanga était, Paul Biya avait gagné. Donc il se faisait bien un plaisir de le montrer avec de dos, avec en arrière-plan, avec en avant, devant lui, le tableau où Paul Biya a gagné. Donc je me suis dit, si Paul Biya a gagné quelque part, les données sont sur Internet. J'ai rien vu. Donc je suis parti du principe, j'ai fait l'hypothèse que les données sont aléatoires. Ça, c'est le premier critère pour la représentativité. Et le deuxième critère, c'est la taille. Sachez que la taille minimale, c'est là où beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'il faut beaucoup de données pour avoir un truc précis. Mais en fait, la taille est à partir des 30. Et d'ailleurs, c'est là où se situe l'objet du débat. C'est la taille, 31 000 bureaux et tout. Exactement. Donc, il y a 31 000 bureaux de vote. Il y a 8 millions de votants. Oui. Les gens disent, mais non, mais attends, tu ne peux pas savoir. Mais il y a plusieurs. En fait, c'est un argument débile. Ces gens, ils ont souvent eu l'habitude de l'utiliser sans contradiction, qu'ils ont cru que c'était une vérité. Mais en fait, je prends un exemple tout simple. On peut savoir qui a gagné sans tout compter. On voit ça au pénalty, au tir au but. Quand vous avez une équipe qui en a marqué 3 et l'autre n'a rien marqué, on ne tire pas le quatrième. On sait que même s'il marque les deux autres, ça fera 3-2. On s'arrête là. Donc il y a beaucoup de situations où on n'a pas besoin d'attendre la fin pour avoir le résultat. Moi quand j'étais élève au lycée, j'ai fait une série scientifique. Quand vous faites terminale, et que le maths COF 6, physique COF 4, chimie COF 3, vous savez déjà que quand vous avez 19 dans les 3, vous avez assuré 11 de moyenne. Hein. Même si vous avez 0 sur le reste, vous avez 11 de moyenne. Je n'ai pas besoin d'attendre les autres notes pour savoir que je suis admis. Mais en fait, et typiquement au niveau des élections, imaginons, on a un comptage dans les grandes agglomérations où on est à 7 000, on a dépouillé 7 000 bulletins. 7 millions, je suppose que 100% est parti voter. Hein. Il y a 8 millions au Cameroun de bulletins de vote. On a 7 millions de bulletins dépouillés. On a un candidat qui a 2 millions de voix par rapport à son poursuivant. Est-ce qu'on a besoin d'attendre le décompte des autres? Tous ceux qui sont dans les villages, là, on n'a pas besoin d'attendre. Donc 2 millions de voix, tu ne peux pas rattraper. Techniquement, les voix comptent toutes une. Hein? Donc, on ne peut pas rattraper. Donc, il y a beaucoup de cas de figure. Je ne parle même pas de la statistique. Là, c'est purement arithmétique. Là, on n'est même pas dans la stat appliquée dans tout ce que j'ai démontré. Là, purement de façon arithmétique.
on peut arriver à la conclusion que quelqu'un a gagné sans tout dépouiller. Et il faut savoir aussi que, je parle sous le contrôle du policier qui est en face de moi, la plupart des bureaux de vote sont des bureaux de vote où il y a 100, 150 personnes. Dans les grandes villes, si on parle des bureaux de vote déterminants, c'est les bureaux de vote qu'il y a dans les grandes villes. Vous prenez les villes 360 arrondissements. Allez, vous faites l'hypothèse de 20 bureaux de vote par ville. Il y a à peine 8000 bureaux de vote qui sont déterminants. Il n'y a pas besoin de 31 000. Ça dit que vous avez 8000 bureaux de vote, vous avez quasiment 80 à 85% de l'électorat. Vous n'avez pas besoin d'envoyer, moi, mon village, c'est Fosso-Wanchang par Tchang. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un scrutateur là-bas. Il y a quoi? Il y a 40 personnes. Ça ne sert à rien. Tu envoies tes scrutateurs. Si j'ai 31 000 scrutateurs, quitte à en envoyer 10, dans les bureaux de vote, il y a 10 000 personnes, je vais envoyer les gars. Comme ça, je suis sûr qu'ils reviennent avec le PV. S'il y a un échauffouré, ils sont 10, ils vont pouvoir se battre pour me ramener le PV. Et ces PV sont plus décisifs que le PV de Fosso-Wanchang où il y a 30 personnes. C'est pas intéressant. Donc il y a plusieurs. Et moi, j'étais très content. J'ai expliqué ça la semaine dernière aux gens. Je me dis, mais attendez, c'est quoi cet argument débile que nous sort Jean de Diomomo, selon lequel il n'avait pas de scrutateurs partout? Mais moi, j'envoie des scrutateurs. Et encore même, dans les 7 000, il n'y a pas besoin d'envoyer partout. Vous envoyez dans 2000 villes. C'est suffisant, hein. Si vous faites des statistiques, vous maîtrisez les statistiques. Et j'étais d'ailleurs très heureux d'entendre parler des statistiques dans cette émission. C'est d'ailleurs l'une des rares émissions parlant des élections où j'ai entendu parler des statistiques. J'étais assez heureux parce que je pense que j'avais été l'un des premiers à imposer la statistique sur les élections en 2018. Ouais, j'apprécie énormément. Oui. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on vous a sollicité. Avant de revenir vers vous, monsieur le commissaire, vers les Bénin, il y a des choses qui se passent et qui concernent les chiffres. Parce que là, c'est demain que les chiffres doivent être en principe promulgués. Mais déjà, il y a des émeutes un peu partout. Oui, M. Moda, comme je l'ai dit, je l'avais annoncé, cette élection est particulière parce que il s'agit d'un référendum. Il s'agissait d'un référendum. Le choix entre Paul Biya, qui est placardé, parce qu'il faut noter que Paul Biya n'y est vraiment pas. Ce n'est pas lui qui gère le Cameroun. Il y a une ceinture de personnes qui a fait... Cette ceinture se traduit par ce bouclier des prévaricateurs qui gèrent le Cameroun au nom de Paul Biya. Et ça date... ça ne date pas d'aujourd'hui, ça va à plus de 10 ans. Monsieur le commissaire, vous le dites depuis un certain temps que Paul Biya, de manière simple, est sous curatelle. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui a eu le faire? Qu'est-ce que le Camerounais lambda, le Camerounais, le petit peuple camerounais, qu'est-ce qu'il peut faire pour inverser la tendance? Parce que là, on s'oriente vers une insurrection. Effectivement, les chiffres qui circulent déjà, les chiffres du régime, c'est pour tester la capacité de réaction des Camerounais. Si les Camerounais se lèvent, comme ils ont commencé à se lever aujourd'hui, et disent non, nous n'en voulons pas, le régime va reculer. Et c'est pour cela, pour répondre à votre question, il n'y a pas de solution. L'unique solution est de dire à ce régime, nous avons voté, nous connaissons le résultat des urnes, nous disons non à vos résultats préparés dans les laboratoires. Monsieur Sejanango, on va revenir aux chiffres, parce que c'est là où tout se joue. Est-ce que vous êtes d'avis, vous affirmez de manière péremptoire qu'au regard des chiffres que vous avez, Issa Chiroma est le vainqueur de cette élection? Je me suis même amusé à aller plus loin que ça. C'est-à-dire que le premier jour, j'avais fait le calcul avec les premiers chiffres. Parce qu'en fait, quand on veut conclure sur les projections, il faut éliminer plusieurs biens. Mais j'aimerais quand même d'abord réagir sur ce que disait le commissaire, parce que moi, j'aimerais rappeler aux Camerounais que la seule, si on est croyant, moi je ne suis pas croyant, mais je vais toujours mettre l'hypothèse du croyant, parce que c'est ce qu'il y a beaucoup de plus chez nous. On est une terre de croyants, les animistes, les musulmans, les chrétiens. Après le peuple, c'est Dieu. Il n'y a personne au-dessus du peuple. Ça veut dire qu'un peuple fâché, qui casse tout, c'est eux qui payent. De toute façon, c'est les impôts qui payent. Hein. Tout ce qui est sur le sol camerounais, il ne faudrait pas que les dirigeants culpabilisent ces gens en disant « vous cassez, vous cassez ». Ce n'est pas Paul Biya qui a construit. Non, tout ce qui a été construit au Cameroun a été fait avec l'argent des Camerounais. Donc il faut d'abord le rappeler, ça ne me dérange pas de casser si c'est moi qui vais payer pour construire. Moi, j'ai rien dit, moi je suis fils de Tchang. J'ai dit, nous, les Tchang de la diaspora, ça ne coûte rien de payer un tribunal flambant neuf sous Chiroma.
Si Chiroma est président, nous on s'engage, nous c'est juste les fils de Tchang qui on a dans la diaspora, on leur livre un tribunal de qualité qui n'ont pas à Tchang pour l'instant, hein, et qui rendra pour le coup vraiment justice, quoi. Donc on n'a pas de problème avec ça. Et tant que c'est d'ailleurs que des casses, ce ne sont que des casses matérielles, c'est des gens. Et moi j'ai été en vacances cet été aux États-Unis où j'ai eu la chance d'aller où a été prononcée la déclaration de l'indépendance des États-Unis à Philadelphie. C'est très édifiant ce qu'on y dit. Il est écrit d'ailleurs dans cette déclaration que le peuple, quand il a le sentiment que la classe dirigeante n'œuvre plus pour son intérêt, elle a l'obligation et le droit de la renverser. C'est quand même fort. C'est-à-dire que les pères fondateurs de la plus grande nation démocratique du monde inscrivent dans leur démocratie la possibilité que le peuple renverse. Excusez-moi, monsieur Sajanango, on l'a vu avec certains partisans de Trump lors de la première élection. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, le problème aussi, c'est que cette constitution aussi permet d'écarter un dirigeant illégitime. Par exemple, la constitution américaine autorise n'importe quel Américain à mettre hors d'état de nuit un dirigeant illégitime. Ça veut dire que le coup d'état n'est pas possible. Vous faites un coup d'état, par exemple, le 20 janvier. Au lendemain du 20 janvier, si Trump s'obstine à rester, c'est son garde de corps qui l'interpellait directement, puisqu'il n'est plus présent. Et c'est quoi ça? C'est la procédure d'impeachment? Non, c'est pas un impeachment. C'est-à-dire que quand vous êtes illégitime, n'importe quel Américain a le devoir de vous écarter. Ça veut dire que vous faites un coup d'état aux États-Unis, toute personne qui vous élimine est en rapport avec la loi américaine. Ça veut donc dire que si Trump qui avait voulu faire le forcing pour rester, exactement, étant donné que les États-Unis, c'est un système où tous les pouvoirs sont séparés, d'ailleurs, le garde du corps américain n'a aucun compte à rendre à son président. Il peut le contraindre par la force s'il est en danger. Par exemple, si vous êtes en déplacement, le garde du corps vous dit allons par là, vous dites vous allez par là. S'il a la conviction que vous êtes en danger, il peut vous contraindre par la force à aller par là. Donc le président américain, il n'a pas de pouvoir sur ses gardes du corps. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont changé en France. Quand on a eu la Hollande avec le scooter, ils ont cassé ce lien de subordination, ce lien de hiérarchie qu'il pouvait y avoir entre le président et ses gardes du corps. Donc aujourd'hui, un garde du corps peut désobéir au président sans subir les conséquences. Et c'est la même chose aux États-Unis. Le problème de l'armée américaine, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on a oublié dans nos pays, l'armée est là pour servir et sécuriser le peuple. Ça veut donc dire qu'elle ne sert pas un président. À partir du moment où vous avez perdu l'élection, l'armée doit aussi contribuer à faire respecter la volonté du peuple. Donc si Donald Trump restait à la présidence en faisant le forcing, dès le 21 janvier, c'était un militaire, un gars de sa garde qui l'aurait interpellé puisqu'il n'est plus président. Bien sûr. Il aurait interpellé pour faire respecter la volonté du peuple qu'il a perdu l'élection. Hein. Voilà, c'est comme ça. Il y a un résultat, les peuples s'est exprimé, les données disent que c'est Trump qui a gagné, il aurait interpellé. Donc j'ai trouvé ça quand même pas mal édifiant, surtout dans le contexte de campagne qu'on avait chez nous, de dire en fait, les gens, n'ayez pas peur. Quand vous avez des dirigeants, la déclaration des droits civils, la déclaration de l'indépendance vient du fait que les Américains, à un moment donné, ont eu le sentiment que les Anglais étaient plus là pour se graisser que pour jouer sur les intérêts des Américains. Ils ont dit non, ils l'ont renversé. Donc la plus grande nation américaine est née sur ce qui se passe actuellement au Cameroun. Il ne faut pas avoir un côté péjoratif de dire c'est des émeutiers, c'est des insurrectionnels. C'est un peuple qui a infligé un message clair. Moi, je vous dis, moi j'ai l'habitude dans mes directs d'être très incisif envers les Camerounais. Pour la première fois, j'ai pu dire que j'étais fier d'eux. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des mois, pendant des années, ils ont demandé à l'opposition d'être cohérents. Il y a un mec en face, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pour prendre la métaphore d'une personne, c'est un baobab, on ne débarrasse pas un baobab avec une houe. On ramène un tractopelle, un caterpillar, quoi. Entendez-vous, n'allez pas vaincre contre lui. Entendez-vous, ils n'ont jamais réussi à le faire, le peuple l'a fait pour eux. Il y a eu un vote utile. C'est-à-dire que Cabral Libi, je pense qu'il pèse légèrement un peu plus que ça. Le SDF, je pense qu'il pèse plus que 1%. Mais il y a beaucoup de leurs partisans qui ont dit ça fait 5 ans, on vous dit parlez-vous, vous vous insultez, on ne vous comprend pas. Il y a lui qui est arrivé, qui nous a parlé, qui a dit transition, je mets en place des bases démocratiques. Ça c'est ce qu'on avait envie d'entendre. On va lui faire confiance. Et ils sont partis, comme il n'y a pas eu de mot d'ordre, hein, il n'y a eu rien. Il n'y a que la statistique qui permet d'expliquer ça. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui pensent que certains bureaux de vote peuvent venir et inverser la tendance, c'est des personnes qui ont en fait, c'est des moines déguisés, en fait. Hein, et ça ne relève pas de la rationalité. Et on peut même d'ailleurs vérifier la probabilité de tels événements. On va y venir tout à l'heure quand il sera encore question des chiffres. Mais en fait, il n'y a que la statistique qui explique ce comportement de masse. C'est-à-dire qu'on a un mec dans le maillot qui décide, tiens, habituellement, je veux pour l'UNDP, mais là, non, je vais voter Chiroma Bakary. Dans mon village, tu as un gars qui a l'habitude d'aller souvent pour le SDF, ils sont souvent 13 SDF dans mon village, qui décide, non, dans l'isoloir, je vais mettre Chiroma dans le Mbam. C'était pareil, j'ai les résultats du Mbam catastrophiques, c'est une bérésina. À cet endroit-là, vous allez partout, c'est la bérésina. Alors que les mecs, il n'y a pas eu de mot d'ordre. C'est le signe du tendance. Bérésina pour Issa Chiroma. Bien évidemment, oui.
C'est une, je sais pas si je peux utiliser le terme, mais j'ai dit c'est une branlée stratosphérique qu'il a reçu Paul Biya dans cette élection. Monsieur le commissaire Albert Paulé-Bellet, là, quand on écoute l'ingénieur Serge Anango, en réalité, ce qui se passe au Cameroun n'est que la conséquence d'une obstination, celle d'un régime qui ne veut pas baisser la garde et surtout qui ne veut pas accepter la vérité des chiffres. Et là, on s'oriente inévitablement vers l'embrasement. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Monsieur Moda, Monsieur Serge Anango venait de le dire. Le président Biya, je l'appelle président pour la dernière fois, parce que pour moi, je vais l'appeler Paul Biya, il n'est plus président. Et il sera traité comme un vulgaire homme. Il a été humilié tel que vous ne pouvez l'imaginer. Et les renseignements généraux le prédisaient. Aujourd'hui, puisqu'ils ils sont tellement confiants d'eux, ils sont sûrs d'eux, presque arrogants, et arrogants, méprisants, culottés. Voilà, culottés. Ils disent qu'ils ne cèdent pas le pouvoir. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Un ami qui a ses habitudes au palais a suivi Mvondo Ayolo dire que ce n'est pas à son âge qu'il ira en exil. Cela veut dire qu'ils sont prêts à mourir là. Si on doit les tuer, c'est là où ils vont mourir. Mais ils ne peuvent pas aller en exil. Mais pourtant, ils en ont envoyé plusieurs en exil. Vous avez un exemple. Monsieur Serge Anango, on va revenir à vous. Dites-nous, il y a quand même quelque chose de bien paradoxal. On a publié des listes électorales après les élections. Cette manœuvre-là, elle cache quoi? Le but du jeu, c'est de pouvoir gonfler artificiellement le chiffre de la participation, parce que le chiffre qui trahit assez rapidement une fraude, c'est le chiffre de la participation. Moi, je suis très curieux de voir les bordereaux, là où Paul Biya a gagné, et voir la participation. En fait, quand on veut détecter la triche, c'est pas sur les scores, c'est directement sur la participation. Vous prenez les premiers résultats sur lesquels vous avez une certaine confiance, et moi, jusqu'ici, j'avais confiance aux résultats de M. Denzuimanto, puisque je vous ai dit qu'il respectait quasiment tous les critères aléatoires, il les publiait quand il les recevait, donc ça veut dire que tous les résultats avaient la même chance d'être publiés sur sa page, donc critères aléatoires, critères de taille. Après avoir épuré les phénomènes de grappe qui peuvent faire que certaines personnes votent quasiment pareil dans certains endroits, je dégage une taille caractéristique qui me permet de travailler. Parce que vous pouvez recevoir 12 000 votes, mais 12 000 votes ne vous apportent pas 12 000 informations. Il y a ce qu'on appelle les phénomènes de grappe. C'est des tendances, par exemple, vous avez toute une famille qui décide de voter Tchiroma. Pour moi, c'est comme si c'est une personne qui a voté. Ce que je veux, c'est les votes indépendants. C'est ça qui me permet d'être représentatif, parce que ces phénomènes de grappe vont augmenter la variance. La variance, ou l'écart type, c'est de combien on s'écarte de la moyenne. Parce que et vous allez voir que tous les phénomènes statistiques, plus on va s'écarter de la moyenne, plus ça va être rare. Plus on s'éloigne, plus c'est rare. Donc quelqu'un qui va dire on s'écarte de la moyenne de 6 écarts types, il est en train de vous parler de quelque chose qui est aussi probable qu'il gagne le loto, quoi. Donc c'est un peu ce que ça veut dire. Et donc, moi j'ai envie de voir ça, parce qu'avec les éléments que j'avais le premier jour, j'avais un taux de participation de 55% à peu près sur les résultats de Denzuimanto. Donc quand j'ai fait le calcul, on est tombé sur à peu près 72% sur les 7 provinces que j'avais. Moi, j'avais regardé les villes, moi j'ai pris juste une carte, je les ai mis tous là, tous les résultats que j'avais sur une carte. J'ai vu que ça balayait le Cameroun, mais il y avait 3 provinces qui manquaient. Mais c'était les provinces qui comptaient pas beaucoup, hein, sud, ouest, est et sud. Il n'y a pas beaucoup de gens là-bas, quoi. Dans le sud, ils vont pas aller voter. Sur le papier, parce que là, il faut qu'on vérifie un tout petit peu. Non, sur le papier, en fait, c'est le poids électoral, quoi. Oui, c'est le poids. En fait, je parle du poids électoral. Ça veut dire que même si Paul Biya faisait une razzia dans cette province, si les résultats que j'ai sont représentatifs du reste des autres provinces, il ne peut pas gagner. Mais si par devers, on augmentait, on va dire, les inscrits dans la liste électorale, parce que c'est là également. Oui, voilà. Là, par contre, effectivement, si on a une participation qui est à 48% partout, sur les résultats que nous avons, et Paul Biya va mettre 90% de participation sur les résultats qu'il a verrouillés, hein, puisqu'on n'a pas pu avoir tous les PV. Bien sûr. Il y a des membres de l'opposition qui ont pu être achetés et qui n'ont pas donné les PV. Donc, on n'a pas l'ensemble des PV dans les autres villes. Mais l'avantage, c'est que sur les 18 départements les plus significatifs, on a les PV. Je crois qu'il n'y a que dans le Noun qu'il a perdu, mais dans le Noun, il n'y a pas grand monde. Hein, donc la tendance est claire. Monsieur Tchiroma est au-dessus de 60% dans l'ensemble.
Et les résultats qu'on est en train de nous tenter avec, c'est 53% en faveur de Biya et 36%. Bon, ça, c'est facile de vérifier en statistique. Comment ça tient la route? D'ailleurs, M. Sajanago, dites-nous, est-ce que, avec l'expertise que vous avez, avec ces chiffres-là, est-ce qu'il est possible de poser ces chiffres-là dans une commission de recours? Bien évidemment, vous savez, comme je vous ai dit, la statistique, ça permet de vérifier les fraudes. Donc, ça a été utilisé en Ukraine, ça a été utilisé en Russie, en Iran, et même parfois dans certains États américains quand il y avait des contestations. Ça permet de vérifier les fraudes assez rapidement. Par exemple, il y a deux théorèmes qui sont d'abord utilisés, c'est le théorème des bien-aimés, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait on peut utiliser les statistiques, notamment la participation. La participation. Prenons un cas de figure où on a 50% de participation à l'échelle nationale. On a un écart type à 5%. Voilà, jusqu'ici, ça veut dire que si on a 50, ça veut dire qu'on varie, ça veut dire en fait que 95% des résultats vont se situer entre 45 et 65. Ça, c'est 95% des résultats. Si vous trouvez plus de 5% des résultats en dehors de cette fourchette, c'est le signe qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Et dans le cas du Cameroun? Et ben dans le cas du Cameroun, voilà, la plupart du temps, quand Paul Biya, quand on remplit, on bourre les unes, on est à 90% des endroits. C'est très facile. Quand vous faites, même dans certains PV que M. Chiroma a publié, c'était très facile de détecter là où il y a eu des fraudes. Parce que systématiquement, grosse participation s'accompagne de grosses victoires pour Paul Biya. C'est quand même bizarre, hein. Je veux dire, ça c'est recevable au tribunal, hein. C'est très recevable. Chez nous, on n'accepte pas ça parce que depuis une semaine, je me tue, je prends de mon temps pour expliquer aux gens que c'est des chiffres qui sont fiables. Et d'ailleurs, le premier soir, quand j'ai annoncé que M. Chiroma allait battre Paul Biya de très loin, on n'avait pas encore tous les résultats, les gens m'insultaient. Mais vous avez bien remarqué que tous les PV vont dans cette tendance, hein. Il y a des endroits où je me suis amusé à prendre des endroits où je faisais le rapport entre les deux scores. J'arrivais à des endroits où il y avait 9 fois. Le rapport était de 9. Et j'ai détecté un bureau de vote à Manjo, mairie de Lonako, B ou A, où il y avait 7% de plus qui ont voté par rapport au nombre d'inscrits. Hallucinant. Et bizarrement, quel était le score de Biya dans ces mairies? 7. En fait, il y avait 7 personnes qui ont voté. En fait, il y avait 96 inscrits et 103 votants. Ça veut dire qu'il y a 7 personnes qui n'auraient pas dû voter qui ont voté ce jour-là. Parce qu'ils n'étaient pas inscrits. Bien sûr. Et bizarrement, là, le delta de 7 se retrouvait... le score de Paul Biya, c'était 7. Donc, je me suis dit que là-bas, il a dû faire 0. On a eu un membre de l'ECAM très zélé qui a dit non, on va quand même pas donner 0 à notre président ici, on va rajouter 7. Bon voilà, je sais pas pourquoi les scrutateurs aussi. Il y a plein d'anomalies de ce type. Il y a des bureaux de vote où au lieu de diviser par le nombre de suffrages exprimés, on divise par le nombre de votants. Et dans certains cas de figure où j'avais le sentiment que dans certains cas de figure où quand l'écart était très important entre Paul Biya et Chiroma, on divisait par le nombre d'inscrits. Ce qui fait que ça divise artificiellement le pourcentage de M. Chiroma Bakary. Au lieu d'être à 85%, on va le voir à 55% parce qu'on n'a pas divisé par le nombre de votants, on a divisé par le nombre d'inscrits. Et comme le taux de participation est à peu près de 50%, on se retrouve avec un score qui est en réalité la moitié de ce qu'il devrait. Mais heureusement, ça ne compte pas, hein, parce que c'est le nombre de personnes à l'échelle nationale qui compte. Le score, il est juste à titre indicatif par dépendant, mais il n'a pas d'impact. Mais ça montre la rigueur de ces gens. Il n'y a pas de rigueur. Il y avait tout. Il y a 3 lois de division pour calculer le score dans ce scrutin. Donc, qui c'est ce qu'on envoie? Je ne comprends pas. Donc, heureusement que dans notre cas, l'écart est tellement significatif que ça ne peut pas brouiller le message. Hein. Le message est très clair. Donc, voilà. Monsieur Sajanago, un dernier mot avant qu'on se sépare. Mais dites-nous un tout petit peu. Demain, le Conseil constitutionnel, c'est la Cour, le Conseil constitutionnel va proclamer les résultats qui déjà apparemment ont fuité. Est-ce que vous pensez véritablement qu'il y a possibilité d'arrêter toute cette mascarade? Non, je pense qu'en fait, le système est fait pour que le Conseil constitutionnel n'ait pas la compétence pour rejeter les chiffres de l'ECAM. Il n'a pas cette compétence-là. Malgré tout ce qui... Le Conseil constitutionnel ne pourra pas dire vos chiffres là, je les trouve suspects parce qu'on a vu pas mal de vidéos de fraude, donc j'annule l'élection. Ils n'ont pas. Ils vont dire les chiffres sont vrais. Là où il aurait fallu faire quelque chose, c'est à la commission des recours. Mais visiblement, on a eu les membres de l'opposition qui n'ont pas fait le travail. Et donc, le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, ce n'est pas un organe qui est là pour proclamer Paul Biya. Il est là pour nommer Paul Biya. Parce qu'on s'en fout des résultats de l'urne. Le Conseil constitutionnel nomme Paul Biya. C'est fini. Il n'a pas gagné l'élection. C'est un organe qui est là pour nommer le président. C'est sa fonction maintenant. Il n'est plus là pour dire celui qui est président, c'est celui qui a gagné dans les urnes. Puisque, juste comme ça, pour que vous vous rendez compte de l'absurdité, de croire que les résultats là sont possibles. Moi, j'ai fait un test là-dessus. La probabilité que ce résultat vienne de la même population que ceux que Chiroma a publiés, c'est de 10 puissance moins 200. C'est une chance sur 10 puissance 200. Sachez que quand on dit 10 puissance 200, ça veut dire qu'il faut multiplier 10 200 fois. C'est une chance sur 10 multiplié 200 fois. 10 puissance 200. Pour que les gens comprennent à quel point c'est irrationnel, si vous avez un gars qui vous dit
je vais gagner 8 fois d'affilée l'euro million en France, et je vais aller aux États-Unis, je vais gagner 8 fois d'affilée le super loto. Sachez que ce mec est plus rationnel. Cet événement-là, à 10 puissance, c'est moins 125. Donc, il a une chance sur 10 puissance 125. Donc, il y a encore un rapport gigantesque entre les deux, quoi. Mais dans tous les cas, les deux sont irrationnels. Hein. Mais celui qui vous dit, je vais gagner 10 fois d'affilée l'euro million, les prochains tirages d'euro million, et je vais aller aux États-Unis, je vais gagner 10 fois d'affilée le Super Bowl, il a plus de chances d'y parvenir que ce résultat ne soit vrai. C'est vous dire à quel point ce résultat est hautement improbable. En tout cas, M. Serge Anango, ça a été un plaisir de vous recevoir et surtout de partager avec vous cette expertise et cette analyse. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait, après-demain certainement, après ces chiffres prononcés par le Conseil, qu'on puisse vous revoir sur le plateau pour faire un point. Pas de problème. Et comme je le disais tout à l'heure, je le fais sur une feuille pour caricaturer, pour montrer l'extrême simplicité d'y parvenir.